Merci d'être venu dans cette église de Saint-Martin de Chaude. C'est la deuxième année que nous venons ici. Et en fait, notre venue, elle est importante parce que d'abord, nous travaillons sur un projet qui réunit beaucoup de lieux en Corse et des lieux qui portent la mémoire de Saint-Martin, Martin de Tours, qui est ici abondamment représenté dans cette église et sur ce territoire. Et ce projet est devenu à Saint-Martin parce qu'en fait, il s'agit de développer en Corse un itinéraire du Conseil de l'Europe, la via Saint-Martin, qui existe sur 2800 km, de la Hongrie, la palme natale de Martin de Tours, qui est un personnage très important de l'Europe, bien sûr, mais de notre environnement à nous, Corse et qui vivons en Corse. C'est un citoyen romain, un légionnaire romain, qui a fait un geste important au IVe siècle. Il a coupé son entreprise, il a inventé le partage. Et puis on va le retrouver depuis le IVe siècle, présent sur l'ensemble des territoires de l'Europe. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, parce que c'est un personnage qui permet de relier l'histoire des territoires. Aujourd'hui, dans le monde, bien sûr, nous sommes affectés par un certain nombre de choses, de problèmes sociétaux, et peut-être que dans ce type d'initiative qui a été voulu par le Conseil de l'Europe, raconter cette histoire commune. Peut-être que nous, ici en France, nous avons une part importante de ce projet qui dit, au-delà bien sûr de l'image de Martin, qui dit des choses très simples, la tolérance, l'entraide, le partage, bien sûr, mais une réflexion aussi sur le devenir d'une activité qui affecte beaucoup la Corse, le tourisme. Et peut-être que dans ces formes de tourisme, un tourisme lent, un tourisme respectueux de l'histoire des territoires, un tourisme qui respecte l'environnement. C'est important. On n'a rien inventé. François d'Assise, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté pour l'histoire de la Corse, avait beaucoup d'intérêt pour la nature, les choses de la nature, les animaux. Et puis, en fait, on parle de ce qui nous concerne tous, le monde dans lequel nous vivons, l'environnement, bien sûr, mais aussi la perte d'un certain nombre de choses qui constituent la mémoire des territoires. Dans nos lieux, dans nos églises, nous avons vu ce matin un ensemble de moulins exceptionnels. On voit que pendant des siècles, il y a eu en dehors de ce que l'on connaît, dans des endroits qui semblent aujourd'hui abandonnés. Ces endroits vivaient. Et parler de ces choses, c'est un peu parler de l'histoire qui nous a constitués, qui nous fait être ce que nous sommes aujourd'hui, dans un souci d'échange, bien sûr, de partage. Mais avant de raconter l'histoire des autres, il est bon de connaître la sienne. Donc, en fait, le travail que nous faisons depuis des années, depuis plus de 10 ans sur ce projet itinéraire, c'est donner peut-être une autre façon de voir le développement de la Corse, un développement davantage tourné vers le respect de l'environnement, bien sûr, le respect aussi de l'histoire des hommes, dans un souci d'échange et de partage. C'est important parce que cet homme, on va le retrouver dans l'histoire de tous les territoires européens depuis le IVe siècle. Alors pourquoi venir à Chaude l'année dernière ici? Tout simplement parce que vous, ici, vous avez un bout de cette histoire, et dans un territoire qui est extrêmement important, qui compte dans l'histoire de la Corse. Mais l'histoire, en fait, je pense que c'est exactement ce que vous ne connaissez pas. C'est la raison pour laquelle, dans ce festival l'automne de la ruralité, qui n'a le festival que de gens, en fait, ce sont des journées où on essaye d'aller au cœur de la Corse rurale, en octobre-novembre. On voit qu'il y a quand même des gens, ce matin, il y a des gens qui ont marché, il y a quand même des gens dans cette église. Et puis, bon, c'est un mouvement qui est très lent, très simple, mais je pense qu'il faut se hâter lentement, parce que si on ne le fait pas, eh bien,
on va perdre le prolongement. Donc ce projet, on le fait. L'idée, c'est d'emmener en Corse le prolongement de ces 2800 km itinéraires de la Hongrie jusqu'à la France avec 14 pays. Le prochain pays qui intégrera la Via Santi Martini, c'est la principauté de Monaco. Ça paraît curieux, mais avant le Rocher, avant les Grimades, eh bien, il y avait Martin de Tours, qui au IVe siècle a vécu 4 ans sur une île face à l'Allemagne, à 100 000 nautiques du Cap Corse. Et je vous disais que bon, on connaît ce que l'on connaît, mais en fait, il y a beaucoup de choses que l'on ne connaît pas, que l'on a oubliées. Et on a tellement oublié qu'on pense qu'il y a le Corse en fait, Corse, pour avoir connu et côtoyé pendant quelques temps Geneviève Bourrac-Nazet, je l'ai cité ce matin. Je pense que c'est d'autres personnes qui ont connu. Je pense notre ami Pierre Claverie. Elle disait, vous savez, il y a 2000 églises romanes. Aujourd'hui, on en connaît 70, donc il nous en manque 1930. Et là où il y a une église, il y avait un foyer, donc il y avait un lieu de vie, rapporté au territoire, c'est assez impressionnant. Et je trouve que dans la toponymie de la Corse, la toponymie sacrée, bien sûr, la toponymie sacrée, c'est la toponymie. Après San-Juan, qui est le marqueur du territoire le plus ancien, après Santa Maria, qui vient tout de suite après San-Juan, il y a San Martin, ou Poiré, ce sont 62 pierres et milliers. Et en fait, ça raconte une autre histoire de la Corse. Saint-Martin, c'est le patron des dominants du blé de la ville. C'est pas le patron des vignerons, c'est le patron des vignerons, c'est Saint-Vincent Ferrer. C'est venu après. Mais on est sur le blé de la ville. Et tout simplement parce que Saint-Martin, au IVe siècle, c'est le premier saint martyr, en fait. Il a été gridé, personnalité, cassé de flèches. Il est mort à 80 ans. Pendant 80 ans, il a arpenté. Et en Corse, quand on regarde la cartographie des lieux sans fertiles, eh bien, on a une autre vision de la Corse. Au XIXe siècle, par exemple, les 80 000 hectares de blé en Corse, 7 000 hectares de blé. Donc, on a désappris à vivre avec toutes ces choses. Et on a tellement désappris à vivre avec toutes ces choses que là, aujourd'hui, on dit, Michel Court, il a nous. Ben non, on n'a pas rien. Parce que la maths, il y a des moulins, il y a des temples, il y a des églises, il y a des chapelles romanes, il y a des chapelles pré-romanes, il y a des baptistères paléo-chrétiens. Donc il y a tout ce qui constitue la richesse d'un pays au cours de l'histoire. Et je trouve que depuis qu'on travaille sur l'inventaire de Saint-Martin en Corse, on en arrive à dire que dans l'ensemble des 15 pays de l'Europe qui vont constituer l'itinéraire, déjà dans quelques mois, eh bien la Corse elle a une position et une part tout à fait particulière. C'est-à-dire qu'on a gardé des choses qui n'existent plus sur le réseau européen. Je remercie à mon frère à Santa Cruz en portugais, parce que quand on parle de patrimoine, c'est bien de parler de pierre, et journée du patrimoine, ce n'est pas le 15 ou le 16 septembre. Le patrimoine, c'est une année. Et le patrimoine matériel, les pierres qui sont là, mais il y a aussi l'âme du patrimoine. Et nous avons encore la chance, une côte d'aller au Nali, et son bateau, il nous joue dans le Nali au pouvoir. Et avec le témoin, Kant et vos discussions qui sont mis tout à l'heure des nous faisons partie, bien sûr, avec la spécificité de la culture de la Corse, de l'universalité de la culture. Mais une culture qui est universelle doit pouvoir s'exprimer par des choses particulières. C'est ce que nous essayons de faire. Et je trouve que, concernant Saint-Martin, nous avons gardé des formes d'expression dans le patrimoine immatériel, les légendes, les chants, les invocations à la prière. Je citais ce matin la fin de la poésie dans la Saint-Martin. Pourquoi? Parce que Martin de Tours, le Hongrois, enrôlé dans la République, et bien on va le retrouver au cœur de toutes les criées. Quand on dépliquait le blé sur l'air, on dit je l'avance cette phrase, il ose trouver qui factuel à gauche et dans la on sacralisait le tas de blé. Aujourd'hui, la alimentation est tellement sacralisée. Ça donne. Donc, peut-être quand
retenant tout ce qu'on nous a laissé, du moins ce qu'il reste aujourd'hui, en faisant en sorte que le peu qu'il reste ne disparaisse pas sous les immeubles, les zones commerciales et les paillotes, c'est bien. Concrètement, quand on a un baptiste chrétien, ça fait plus de 1000 ans. Et c'est unique dans le monde. Et peut-être qu'autour de ces lieux, eh ben, on va créer une économie. Parce que finalement, ah voilà, l'économie a du tourisme. Nous autres, créé du d'ailleurs. Ah oui. Ils sont à Lourdes, ils sont à Rome, ils sont à Barcelone, ils sont en France. Et pourtant, nous avons des ports, nous avons des aéroports, nous avons Sobius, l'église de Chaux, et là, sans être. Pourquoi toutes les semaines on n'aurait pas 5 Slovaques, 3 Slovènes, 2 Luxembourgeois, 5 Allemands, 6 Autrichiens qui viennent visiter les villes de Chaux? Figurez-vous, ça existe. Moi, c'est ce que je vois sur le réseau européen. En temps réel, il y a un marqueur, l'itinéraire Saint-Germain-de-Compostelle, qui pour le coup aujourd'hui est trop saturé, trop long. C'est un flux de gens. Le flux de gens, le flux du tourisme, c'est pas. Le tourisme, c'est pas une. Ça peut être bien, ça peut être aussi négatif, mais il faut s'attaquer à cette problématique et réfléchir. Et je pense qu'encore nous avons la capacité à réfléchir à tout cela. Et je pense qu'on peut avoir dans l'ensemble de la vision touristique une partie qui est fléchée, qui est réservée au tourisme culturel. Et au tourisme culturel, pour ceux qui sont croyants, mais le tourisme culturel, vous pouvez aller à Rome, sans des croyants. Vous pouvez aller voir les offices à Florence, et qu'est-ce qu'on voit? On voit tout ce qu'on voit dans nos églises en France, qui n'existe souvent plus, parce qu'on n'a pas eu les révolutions, on n'a pas eu la Révolution française, donc on peut encore voir du baroque, des représentations, et je trouve que sur l'itinéraire de Saint-Martin, on a fait des découvertes, notamment la fresque d'Aubès de 1450, c'est un bout de la Renaissance en Corse, la Renaissance existe en Corse. Donc, si la Renaissance existe en Corse, on va voir la Renaissance à Florence, pourquoi ne vient-on pas d'abord? Qu'est-ce qui va le permettre? Rien. Il suffit simplement qu'on le sache, qu'on le fasse savoir, et que ça soit un peu organisé. Donc, ce projet, c'est un projet à la disposition des territoires qui a la prétention, qui a l'ambition de garder la mémoire du territoire et de faire en sorte qu'à travers cette mémoire, eh bien, on puisse même envisager une économie de certaines formes de tourisme qui existent ailleurs, à la mesure du territoire bien sûr, avec des petits flux qui permettraient peut-être d'inventer aussi des ressources en termes d'emploi fléchés sur la culture. Ça existe d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi ça n'existe pas encore, ça existe à quelques dizaines de kilomètres de distance, Ardennes, c'est vous les le chef de l'Ardennes. Donc, voilà. En tout cas, c'est un projet, c'est un grand projet, et nous l'expérimentons. Nous avons commencé en 2008 avec une journée du Festival d'automne de la Ruralité. Cette année, en 2018, nous sommes à 3 semaines et nous travaillons sur une vingtaine de communes réparties sur l'ensemble de la Corse, qui ont du patrimoine martinique. Et depuis 10 ans, nous avons fait des découvertes assez extraordinaires. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Antoine-Marie Gratial, qui depuis de nombreuses années nous accompagne sur ce projet, parce que ce projet ne peut pas se faire tout seul. On a des contributeurs. Et bien, je trouve que le travail d'Antoine-Marie Gratial, qui est un travail d'historien, de chercheur, depuis plusieurs dizaines d'années, dit une autre histoire de la Corse. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont écrites, il y a des archives. Et puis, c'est un travail très précis qui va qualifier la mémoire du territoire. Donc, j'ai demandé, c'est la deuxième conférence que je fais ici à Chaux, Antoine-Marie de travailler sur la mémoire du territoire. J'en ai, comme ça, dans le projet itinéraire, une séquence qui dit cette mémoire du territoire. Et là aussi, les faits sont études sur le plan territorial, c'est bien une invitation. On a des sorties. Alors, je vais demander à Marie
de travailler là-dessus. Et c'est pas évident parce que la période romaine, le néolithique, ça va, c'est documenté. Là, on s'attaque à des choses, à des contextes historiques où finalement il y a très peu de choses. Comme il y a très peu de choses, là on a chi c'è più nulla, più libero, più corto, non c'è nulla, più volete che non ci sia più corto. Non, il n'y a pas rien. Il y a énormément de choses. Donc, merci en tout cas de votre présence, et je pense que nous allons, avec la communication Antoine-Marie, apprendre des choses sur l'histoire de ce territoire, qui à mon avis est extrêmement important dans l'histoire de la Corse, bien sûr, mais dans l'histoire de cette vie à Saint-Martin. Parce que même si Martin de Tours était hongrois, eh bien au IVe siècle, eh bien, la présence romaine est importante. Et puis depuis, il s'est passé énormément de choses. Voilà, en tout cas, le chantier est perpétuel et je voudrais remercier aussi la communication qui nous accueille. Je voudrais remercier l'abbé Frédéric Constant, pour qu'on puisse faire cette communication dans l'Église. Et puis les associations comme Frétanti, qui va maintenir l'esprit, aller voir les lieux, bien sûr, parler de patrimoine, c'est important. Et puis tous les gens qui sont là, qui soutiennent ce projet de peu ou de moins, ou qui vont le soutenir dans le point de vue. Je pense que nous allons au cœur de la Corse profonde, de la réalité de la Corse globale, de notre monde. C'est souvent pas facile, mais nous y croyons. Parce que tout simplement, nous avons la foi. Ben, quand on a la foi, bien sûr, mais aussi, on croit tout simplement qu'il faut rêver des projets pour notre pays, pour notre terre, et puis pour tout simplement laisser quelque chose à nos enfants pour pouvoir nous partager. Allez. Il y a deux sens en français. Il y a le mot commun qui se fabrique à partir du grec, commun créé, c'est-à-dire celui qui commande un village, mais a priori c'est comme ça. C'est l'autre commun. Alors c'est effectivement un mot qui n'existe pas en français, qui existe en espagnol, qui existe en catalan, et qui existe en italien. Alors en Italie, il y a 2-3 cas de géographie de bataille, le dictionnaire de bataille. En fait, dans la réalité, le renvoi est à Pascal Page. Voilà, donc la référence sur le regard des batailles, Thomas, la référence c'est Pascal Page, parce qu'effectivement, dans une lettre de Pascal Page qui a été publiée par Thomas Zé, donc qui est obligatoirement dans les batailles, on trouve effectivement le mot Thomas. Mais voilà, le mot comarque, qu'est-ce que ça veut dire comarque? En fait, c'est l'équivalent d'un canton. C'est un canton, si vous voulez, c'est une zone particulière, si vous voulez, alors qui existe en Catalogne. Tous les cantons s'appellent comarques. Donc en fait, dans la réalité, on a exactement le même cas de figure. Si je regarde la Corse du temps, si je regarde effectivement le plan terrier, j'ai une indication qui est un petit peu plus longue que le comarque. On marque communauté ou comarque de Saint-Martin. Communauté ou comarque. Le problème, c'est que à l'époque où ce document est réalisé, le plan terrier, c'est entre 1770 et 1795, il n'y a pas de communauté sur cette zone-là. Donc on marque communauté, mais c'est une communauté qui n'aurait pas d'habitants. Enfin, pas d'habitants directement, parce que des habitants, il n'y a rien. On va y venir. Donc, j'ai une zone, cette zone-là, il faut lui donner un nom, communauté ou comarque de Saint-Martin. Voilà la base de la chose. Alors, il faut revenir, en fait, dans la réalité, auparavant. Il faut revenir, en fait, aux années 1530. Il faut revenir dans les années 1530. En 1530, alors il y a récemment un petit document qui passe sur Viasté qui nous explique les tours de Corse. Ne l'écoutez pas, c'est bourré d'erreurs. L'une des erreurs massives, si vous voulez, c'est de nous dire qu'il y a un plan des tours qui a été réalisé en 1532. C'est une ânerie, en fait, dans la réalité, on prend deux informations et on les met ensemble. Le plan des tours, c'est 1573. C'est pas
Alors, qu'est-ce qui se passe dans les années 1500? En fait, dans la réalité, j'ai des descentes de Turcs à partir des années 1500. Alors, au début, les Turcs s'en sont pris au bateau, dans le canal de Corse. On a toute une série d'attaques, si vous voulez. Ce sont des Turcs à cette époque-là. Entendons-nous, jusque dans les années 1520, les Turcs qui arrivent dans cette partie de la Méditerranée sont des Turcs. À partir des années 1522, à partir de la prise de Rhodes, il y a une transformation. Les Turcs qui vont arriver vont venir du Maghreb. Donc, il y a vraiment deux périodes bien distinctes dans la question avec les Turcs. Donc, 1500-1520, j'ai une série de descentes de Turcs qui sont relativement importantes. Disons, dans les années 1520, à partir du moment où le danger se rapproche, puisque les Turcs partent désormais, enfin les Turcs travergolais, qui sont des Maghrébins, en réalité, partent désormais du Maghreb, partent de Constantinople, donc c'est beaucoup plus court comme chemin, et à partir de ce moment-là, ils peuvent être plusieurs mois sur les côtes de Corse, tourner autour des côtes de Corse et tenir pratiquement les côtes de Corse sous leur emprise. Et ils organisent des petites descentes, etc. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les descentes, la manière dont ça se réalise, etc. Bon, on va aller assez vite malgré tout. Donc, à partir des années 1530, la question se pose de la part des Génois de quelle réponse apporter, si vous voulez, à cette espèce de mouvement permanent qui fait que pratiquement le gouverneur de Corse écrit en 1529 pratiquement toute la Corse est pratiquement entre les mains des infidèles. Donc comment on réalise, si vous voulez, une réponse par rapport à ça? Alors la réponse, elle va être apportée à partir des années 1500. Cette réponse, en fait, dans la réalité, elle est à deux niveaux. Si je regarde bien la Corse du temps, j'ai une Corse où j'ai des zones, comme par exemple le Cap Corse, qui est la zone la plus commerçante, si vous voulez, de la Corse du temps. Les Cap Corsins vendent leur vin directement à Rome, directement dans les marais, etc. Donc ils font des allers-retours. Les Cap Corsins sont des villages avec des marines. On va installer presque une tour par marine du Cap Corse. On va avoir une vingtaine de tours autour du Cap Corse, dont la plupart sont réalisées par la communauté elle-même. C'est-à-dire les communautés payent la construction de leur tour. On le voit avec la communauté, par exemple, de Château, qui dans les années 1515, donc complètement au début du phénomène, la communauté dit, moi je veux avoir un tour. Elle se tourne vers l'État, et l'époque l'office de Saint-Georges, dont l'office de Saint-Georges, il dit, voilà, nous, on veut avoir un tour, on va construire une tour. Très bien, dit l'office de Saint-Georges, construisez. Et donc, on construit, on passe un accord avec un maître maçon qui vous construit une tour. Jusque-là, les choses sont assez simples. Évidemment, plus je vais me déplacer, plus je vais descendre dans le sud de la Corse, plus les choses vont devenir difficiles. Le littoral de la plaine orientale, il est beaucoup plus difficile de faire payer. Qui est-ce qui va payer? Il n'y a pas de communauté en bord de mer. Donc, quelles sont les communautés qui vont payer pour avoir ces tours? Et la chose devient quasiment infaisable entre la Solenza et Picoade. Vous voyez, entre la Solenza, c'est-à-dire la rivière qui divise le nord de la Corse par rapport au sud, de là et de Saint-Démon, entre les deux, et le Picoade, au nord de Bonifacio, parce qu'entre Picoade et la Solenza, j'ai un espace qui est là, qui est un espace vide. Alors c'est un espace faussement vide, parce qu'en fait, dans la réalité, les populations font les allers-retours depuis leurs villages qui sont en hauteur, les villes, zones, etc., et le littoral. Mais dans l'esprit, si vous voulez, des Génois, il s'agit de territoires vides. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se poser la question, finalement, de donner ces territoires à gérer par des seigneurs. Et donc, la zone dans laquelle nous nous trouvons, zone large, c'est-à-dire grosso modo depuis Figa d'un côté jusqu'à la Solenza, cette zone-là va faire l'objet de 4 inféodations. Vous avez une grande inféodation qui va de la marine de Figa
jusqu'à Proun, vous voyez donc l'espace. Vous avez une seconde inféodation, qui est l'inféodation entre la Solenzar et Conques. Vous avez une troisième inféodation, Conques-Saint-Cyprien, et une quatrième inféodation, la plus importante, qui est l'inféodation qui va couvrir tout le territoire, si vous voulez, de Porto Vecchio. Jusqu'ici. Hein, donc il prend à la fois Mouraté et San Martin. Donc Sant'Aggiù, vous voyez, donc jusqu'à Piccovalle. Piccovalle, il y a étant une espèce de zone tampon avec Bonifacian, parce qu'avec les Bonifaciens, les choses sont pas simples. Hein. Les Bonifaciens n'admettent pas l'installation de Porto Vecchio. Hein, soyons clairs là-dessus. Politiquement, c'est infaisable. Pour un Bonifacien, l'installation de Porto Vecchio, si on installe ici une ville, Porto Vecchio, on vide la population de Bonifacio. Ils le disent, hein, déjà dans les années 1500. Donc voilà, si vous voulez, la situation. Donc j'ai trois grandes inféodations. L'inféodation de la Solenzar jusqu'à Conques, qui est donnée en fait à deux Génois, Antonio Salvaggio d'un côté et Baptiste de Saint-Pierre d'Arène de l'autre, lesquels regardent la chose, ils ne savent pas, si vous voulez, ils ne savent pas de quoi ils retournent le territoire en question. Et le problème, c'est que lorsqu'ils vont savoir de quoi ils retournent, ils vont dire, oh là là, nous, on ne veut pas un morceau aussi important, on va créer une société. Donc, ils vont fabriquer ce qu'on appelle une société à Karat. À Karat, c'est une société par action. Voilà. Donc, ils vont fabriquer une société par action qui va avoir à gérer la zone entre la Solenzar et Conques. Ensuite, vous avez les Pignelli-Bagnets qui vont avoir la partie intermédiaire, c'est-à-dire entre Conques et Saint-Cyprien. Ce morceau-là, en montant, hein, vous imaginez, c'est un gros morceau là aussi. Ce second morceau, là, on vient en Pignelli-Bagnets, et Pignelli-Bagnets disent voilà, c'est trop important pour nous, on va fabriquer une société par action. Troisième morceau, qui est le morceau le plus important, vient en fait à deux frères. Et ces deux frères, c'est des maris, c'est des grandes familles génoises du temps, Marie, et les maris, ils disent, nous, on prend l'affaire telle quelle. On va envoyer une centaine de colons pour travailler sur cette île. Alors, du côté de l'office de Saint-Georges, on a travaillé en amont. On a travaillé en amont parce que, si vous voulez, dans l'office de Saint-Georges, il y a deux périodes différentes. Il y a une période qui va de 1483, au moment où ils récupèrent la Corse. Ils ont été déjà une première fois possesseurs de la Corse, ils viennent pour la deuxième fois à partir de 1483, jusqu'aux années 1520. Ce morceau 1483-1520, c'est une gestion directe. À partir des années 1520, l'office de Saint-Georges a une gestion indirecte, c'est-à-dire l'office de Saint-Georges a à la fois une gestion directe à travers son gouverneur, ses commissaires, etc., qui envoient des informations, et puis les informations qui reviennent, c'est pédogène, ça c'est relativement simple à comprendre, mais on se méfie, il faut aller au plus près. Pour aller au plus près, on va se servir de commissaires. Ces commissaires viennent par eux, ils viennent en Corse, ils font le tour de l'île, et ils envoient un rapport, si vous voulez, directement à Gênes. Alors, ces commissaires, la plupart du temps, qui sont-ils? Ceux qui vont venir en 1539, l'année 1539, on va s'y arrêter particulièrement. Ceux qui vont arriver à l'année 1539 sont Francesco Grimaldi Braccello et Troilo de Negro. Pour vous donner un ordre d'idée, Francesco Grimaldi Braccello a été gouverneur de la Corse 2 ans auparavant. Vous voyez, donc il s'agit de quelqu'un qui connaît la Corse. Première chose. Troilo de Negro est déjà venu comme commissaire une première fois dans les années 1530. Il revient en 1539. On le trouvera ensuite ambassadeur auprès de Charles Quint. Il s'agit de personnages de haut niveau. Et ils ne viennent pas seuls, ils viennent avec Gianmarie Olgiati, celui qui apparaît dans les documents, si vous voulez, sous le nom d'ingénieur Gianmarie. Ce Gianmarie Olgiati, qui c'est? Gianmarie Olgiati, c'est plus moins simplement, c'est le fortificateur de Charles Quint. Des plans de Gianmarie Olgiati, je connais le plan qu'il a fait de Valenciennes. Vous
voyez, il a fait le plan pratiquement de toutes les cités d'Italie du Nord. C'est un personnage de haut niveau, c'est un gros calibre. Olgiat, il se fait de mieux comme fortificateur en Europe, dans l'Europe du temps. Donc vient Olgiat. Et Olgiat, il va faire le tour avec les deux commissaires, il va faire le tour de la Corse. Au bout d'un certain temps, ça va le fatiguer, il va repartir. Hein. Mais il aura fait le tour de la Corse, grosso modo, depuis Bastia jusqu'à Calvi. Il va faire donc tout le tour, et il va passer effectivement dans la plaine orientale, et il va venir descendre, si vous voulez, dans la zone de Porto Vecchio, et il va donner des informations sur Porto Vecchio. L'idée d'Olgiat qui fait des plans. La grande astuce avec Olgiat fait des plans. Pour donner un ordre d'idée, en 1552, Bonifacio, il y a, vous voyez la façade aujourd'hui fortifiée de Bonifacio, avec la porte, vous voyez cette façade fortifiée. La façade fortifiée, à l'époque, elle n'existe pas. Hein, la façade fortifiée comme elle est aujourd'hui date des années 1570-1580. À l'époque, il y a une tour au milieu, qui est une tour du maître Abra. Abra, ça veut dire quelque chose, comté d'Abra, Torre d'Abra, voilà, on est dans les années 1500. On n'est pas au XIIIe siècle, comme on peut le marquer sur l'édifice en bas, avec une belle faute, évidemment, en fabriquant une tour un pont du XVIe siècle, dire qu'il est du XIIIe et son tour. Donc, le Torre d'Abra, Abra donc fabrique une tour, et il y a la question de l'angle de la porte d'entrée, et il faut fabriquer un bastion. Alors, bastion, c'est quelque chose d'assez neuf. Jusque-là, on ne bastionne pas. Les premiers bastions datent des années 1520, datent de la région de Rome, etc. Et donc, le premier bastion, là, on est 1550, on est dans les tout premiers bastions. Je dirais qu'un des tout premiers bastions en Corse, c'est Porto Vecchio. J'y reviens. Donc, qu'est-ce que fait l'Office de Saint-Georges? L'Office de Saint-Georges demande purement et simplement à Olgiat de faire deux têtes. Voilà. Vous êtes allé à Bonifacio, faites-nous un plan du bastion de la porte. Et Olgiat fait un plan du bastion de la porte de Bonifacio. C'est quelqu'un, donc, si vous voulez, qui est capable de fabriquer des plans, simplement parce qu'il a vu un endroit, il faut fabriquer un plan, il faut une place. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il fait le plan de Porto Vecchio. Pourquoi fait-il le plan de Porto Vecchio? Normalement, l'idée est la suivante. Gênes, en général, choisit une famille ou un personnage et dit au personnage ou à la famille, voilà, je te donne tel terrain, en contrepartie, tu me construis une tour. Ça, c'est un classique. Dans la plaine orientale, vous avez une tour de Vignal, la tour de la Chipose, etc., qui sont fabriquées de cette façon. Ça, c'est assez simple à comprendre. Il peut y avoir l'inverse. Pourquoi? L'Office de Saint-Georges a préparé les choses bien en amont. Dans les années 1530, elle a décidé une augmentation du prix du baril de sel pour la population. On a augmenté le sel pratiquement de 20%. Avec le surplus d'argent, on a abondé une caisse, et avec cette caisse-là, eh bien, on va faire de la famille, on va construire. On a deux idées. On a l'idée sur Figa de construire une fortification, une zone fortifiée, où on installerait, nous dit-on, 120 familles à l'intérieur d'une place fortifiée sur Figa. Ça, c'est pour la société Acarat, si vous voulez, de Figa. Et puis, même chose pour Porto Vecchio. Les maris, ils disent, nous, on construit rien. On construit rien. Construisez pour vous. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir soit un système dans lequel je te donne des terres, en contrepartie de quoi tu fais des constructions, mais on peut avoir aussi, tu amènes du personnel, je fais la fortification qui permettra la défense des personnes, et à ce moment-là, bien, on est quitte. Et donc, qu'est-ce qu'on va fabriquer? L'Office de Saint-Georges se
se lance dans la fabrication de porte-clés. Donc, vous voyez comment les choses se passent. Ça se joue entre 1539 et 1540. 1539, les commissaires font le tour. Olgia qui fait un plan. 1540, à l'été 1540, arrive Antonio de Fognar. Antonio de Fognar est chargé de la fabrication de porte-clés. Alors, problème. Ça, c'est tout le problème, si vous voulez, d'un chantier qui est vu depuis Gênes et géré ici. Bon. C'est un peu délicat, un peu difficile à travailler. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir des allers-retours des lettres où les gens ne se comprennent pas forcément. Hein. On va vous la faire simple. Ils arrivent sur l'endroit où Jacques a vu l'endroit où il compte construire sa forteresse. On ne peut pas construire à cet endroit. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ci, il n'y a pas là, etc., etc. Il vaut mieux l'installer à tel endroit. On revient, on fait une lettre, on recommence les choses, on s'installe plus bas, on recommence l'opération, on se dit tiens, on va le construire à tel endroit. Finalement, c'est un troisième endroit qu'on va choisir, qui est l'endroit où effectivement on va réaliser Porto-Vecchio. Le problème de Porto-Vecchio, c'est qu'on est parti dans l'idée d'y installer à peu près 300 à 400 feux. 300 à 400 feux, c'est-à-dire entre 1500 et 2000 personnes. Et que lorsqu'on va fabriquer Porto-Vecchio, on est descendu à 200. Vous voyez, donc, entre le projet de départ et la solution finale, il s'est passé un certain temps. Donc, les marines, ils disent, nous, on a déjà envoyé 100 colons qui ont commencé à travailler là-dessus. Alors, problème, tout de suite, les populations de l'intérieur font savoir, dès qu'on commence le premier coup de pioche à Porto-Vecchio, qu'elles sont mécontentes. Pourquoi? Elles disent, vous n'avez pas pris en compte le fait que nous pouvons avoir des propriétés sur la zone que vous venez de donner aux personnes en question. Vous voyez, c'est pas évident. On peut avoir effectivement des propriétés, donc il va y avoir tout de suite un hiatus entre les décisions qui ont été prises à Gênes et puis les réalités, si vous voulez, de terrain. Et on voit de manière claire, dès l'année 1539, dès l'année 1540, que les officiers de Saint-Georges qui se trouvent en cause. Est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre dans une situation qui sera ingérable bientôt? C'est-à-dire, on va avoir la question de savoir à qui revient la propriété réelle du lieu. Vous voyez, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, on construit la cité de Porto-Vecchio. Pour qui? On construit la cité de Porto-Vecchio pour les colons de marine. Alors, entre 1540 et 1542, la discussion se pose pour savoir est-ce que véritablement les marines vont envoyer plus de colons. Vous voyez? Donc, on avance. En 1542, les marines jettent l'éponge. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Quasiment dans le même temps, les 4 propriétés dont je viens de parler disparaissent. Et Gênes se retrouve avec un emplâtre, Porto-Vecchio. Qu'est-ce qu'on fait avec une ville qu'on a construite, une cité qu'on a construite, avec des murs, etc., et où personne ne peut venir s'installer? Et alors, là, la seule solution qu'on trouve, c'est d'obliger les gens à venir s'y habiter. Alors, pourquoi les marines jettent l'éponge? Pour 2 raisons essentielles qu'ils développent dans une lettre. Ils disent, en fait, le problème de Porto-Vecchio, le premier problème, c'est la malaria. C'est la malaria, la zone malarique, c'est très très difficile, et les ouvriers tombent malades, voire meurent. Il faut appeler un chat, effectivement. On a énormément de gens qui sont malades, etc. Et en fait, dans la réalité, qui sont dans l'incapacité complète de travailler véritablement à cet endroit. Ça, c'est la première chose. La deuxième raison, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'élément de fortification. Là, on est en train de
fabriqué, si vous voulez, Porto Vecchio, mais il n'y a que Porto Vecchio. Le reste de l'espace, si vous voulez, les Turcs font des descentes comme ils veulent. Les Turcs ont parfaitement compris, alors ils se sont mis pour essayer d'empêcher la construction de Porto Vecchio, et puis lorsque la Porto Vecchio s'est construite, ils ont dit, bon, après tout, maintenant, Porto Vecchio s'est construit, attaquons, si vous voulez, le reste du littoral. Et donc, ils attaquent le reste du littoral. Et donc, en fait, le problème qu'il y a, c'est que l'office de Saint-Jean est bien gentil. Il explique, voilà, il faudrait, mais dans la réalité, les gens disent non, nous on garde la réalité c'est des descentes régulières, et deuxièmement, c'est la maladie. Et donc, on a beaucoup de mal à pouvoir conserver nos colons, si vous voulez, pour travailler la terre de cette manière. Donc, il va y avoir effectivement un problème avec cet abandon. Alors, quelle va être la solution? La solution trouvée, c'est d'essayer de trouver des populations locales qui vont accepter de venir s'installer à Porto Vecchio. Dans un premier temps, les choses ne se passent pas trop mal. On demande à différentes personnes. Une des personnes qui est assez amusante, c'est un Bonaparte, c'est un des ancêtres directs de Napoléon, qui dit voilà, cela, telle famille, j'imagine très bien qu'ils pourraient aller s'installer à Porto Vecchio. Bon, très bien. En général, les familles protestent, essayent de payer une soupe pour essayer d'éviter de partir à Porto Vecchio. Enfin, c'est assez compliqué. On finit par quand même avoir un petit peu de gens. Et puis, bon, au final, il y a des représentants des populations en Haute-Corse à qui on a dit, ces représentants, c'est ce qu'on appelle les nobles 12, et les nobles 12 se font payer pour ne pas envoyer les gens à Porto Vecchio. Et là, l'institution des nobles 12 va disparaître en 3-4 ans parce que les Génois vont trouver un peu hors de propos qu'il y ait eu un effet de corruption. Donc voilà les choses comme elles se présentent. À la sortie de cet épisode, j'ai Porto Vecchio et j'ai l'espace tel qu'il est, si vous voulez, à cette époque-là, c'est-à-dire complètement vide. Ça va entraîner toute une série d'éléments particuliers. D'abord, les communautés qui sont sur Porto Vecchio. Certaines, comme Lévis a un territoire monstrueux. Monstrueux. Lévis, c'est Figue. Figue avec une invention des années 1790. Auparavant, Figue vous êtes à Lévis. Lévis arrive à Bonifacio. Vous voyez? Donc, Lévis arrive jusqu'à Bonifacio. Vous voyez l'écharpe complète. Bien. Alors, Lévis va jusqu'à Bonifacio, ça c'est le premier aspect. Deuxième élément, les Lévianais ont l'ouverture sur le Poum. Ah oui, ils ont l'ouverture sur le Poum. Les gens de Cire et de Sorbola ont l'ouverture sur Saint-Martin. C'est normal. Si vous voulez, sous complètement, ça devient la plage. Vous voyez? Alors, Lévis a déjà Figue avec la première plage, elle a une seconde plage qui est Saint-Martin, qui est le Sorbola et Cire ont une plage qui est Saint-Martin. Donc, et puis ils sont sur Conques. Vous voyez, donc il y a véritablement là, les populations reprennent la main. C'est-à-dire à partir des années 1580, il y a une reprise en compte, c'est-à-dire que les populations, finalement, se trouvent dans une situation où elles peuvent dire désormais, c'est à nous. Vous voyez, auparavant, il y avait le masque, effectivement, de la manière dont on demandait les choses en disant, vous n'avez pas pris en compte le fait que nous pouvons avoir des propriétés. À partir de ce moment-là, on ne se pose plus la question, c'est dans ce cas-là. On dit, c'est à nous, point final, point barre. Ce sont des parties complètement de nos territoires. Et donc, en fait, dans la réalité, si je regarde bien, un village comme Lévis va perdre pratiquement la moitié de son territoire entre les années 1580 et aujourd'hui. Elle va perdre Figue dans un premier temps, la partie sur le Poum qui va partir sur Porto Vecchio, le quart qui va disparaître, et ainsi de suite. Lorsque je regarde le village, c'est véritablement réduit complètement par rapport à la situation des gens. Donc il faut toujours
à partir de la situation du temps. C'est tout à fait essentiel à comprendre parce que, en fait, l'évolution, elle a eu le temps sur Saint-Martin. L'évolution a lieu sur Saint-Martin, en fait, dans la réalité, à la fin du XVIe siècle. À la fin du XVIe siècle, vous allez avoir des familles de cèdres, notamment les Rocazers. Les Rocazers, c'est pas que les Rocazers, c'est les Pandolf, c'est les Sousines, c'est les Vincente. C'est la même famille. Jusqu'à l'origine, Pandolf, Sousine, Vincente descendent du même ancêtre que les Rocazers. Lorsque vous avez un arbre généalogique, les choses sont assez simples à démontrer. Donc, en fait, si vous voulez, ce bloc de famille va, à un moment donné, être très nombreux. Et pour essayer d'éviter de se heurter les uns avec les autres, ce qui ne va pas être facile à faire, ils vont réfléchir à faire un traité de paix entre eux. Alors, on a un premier traité de paix, on est en 1589, on a un deuxième traité de paix dans la fin des années 1590, et puis on a une Vendée qui traverse le clan Rocazer en 1608 et qui va être réglée en 1611. Au lendemain de quoi, les Rocazers vont officialiser les choses, ils vont découper Saint-Martin. Ils vont découper Saint-Martin, ils vont faire quatre parties à l'intérieur, 4 blocs. En 1634, en fait en 1628 et 1634, ils vont découper la partie qui leur revient. Alors il y a d'autres familles, mais vous voyez la question. Alors c'est très important à comprendre pourquoi. Parce que dans la réalité, nous avons toujours deux options. Nous avons l'option qui nous est présentée, si vous voulez, assez simple, de dire finalement en Corse, il y avait très peu de propriété privée. C'est l'option que vous trouvez un petit peu partout concernant la Corse. Moi, je suis très méfiant sur ce genre de découpage. Pourquoi? Parce que j'ai regardé, moi je suis tombé à travailler sur la communauté de Lévis, et lorsque je travaillais sur la communauté de Lévis a partagé intégralement le territoire de Lévis et le territoire de Figures ont été intégralement découpés entre 1752 et 1750. D'accord? Intégralement. On a découpé le territoire. Et là, pour bien comprendre comment ça fonctionne, on arrive à Carme, et à un moment donné, vous avez à Carme quelqu'un qui a une propriété. La propriété, elle appartient à 9 frères et cousins, ensemble. D'accord? Qui échange ce morceau, ce 9e, contre un terrain, nous dit-il, qui se trouve entre les Boucs et les Nicolas. C'est-à-dire, si vous voulez, que le découpage complet n'a pas été réalisé. Ce n'est pas un découpage famille par famille, c'est par famille, par bloc familial. Vous voyez? Et d'une certaine façon, c'est ce qu'ont fait les Rocazers. Les Rocazers, en fait, n'ont pas fait le découpage, un ou un ça, non, etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous voyez? Et lorsqu'on veut regarder les choses de manière un peu précise, et ce qui montre, en fait, la manière dont nous fonctionnons, je vais vous donner simplement un exemple. À un moment donné, au début du XVIIIe siècle, les Perrettes de Lévis, les descendants d'Euron, c'est une des blocs, si vous voulez, des Perrettes, disent voilà, nous, on va prendre ce territoire. Rau est mort dans les années 1700. Ses fils pratiquement sont tous décédés. On est au niveau des petits-fils, voire des arrière-petits-fils. D'accord? Le découpage, nous allons le réaliser au niveau des petits-fils. Alors vous allez me dire, c'est idiot, il y a encore 2 générations derrière. Non, en fait, dans la réalité, on garde les blocs familiaux. Simplement, si vous voulez, là, c'est Pérec, ça vous donne des choses assez amusantes. Lorsque vous allez au cadastre, c'est Paulin de Pérec, plus son fils, son petit-fils et compagnie. Hein, parce qu'en fait, c'est un bloc, ce sont des blocs familiaux. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce qu'en fait, la question, nous posons la question aujourd'hui de savoir pourquoi nous avons des propriétés
propriétés en individu. Les propriétés en individu, nous les avons parce que nous avons fabriqué l'individu pendant des générations. Et l'individu n'est pas, l'individu faisait partie des modes de pensée des gens. L'individu, lorsque vous arriviez pour faire le testament, vous aviez un tel comme fils. Vous ne disiez pas, mon fils, un tel va avoir telle part, et puis l'autre va avoir la seconde part, le troisième part. Non, c'est tout ensemble. D'accord? C'est une transmission. En fait, dans la réalité, c'est une transmission sans partage. Alors, il y a des variantes, évidemment. Il y a des variantes à Sartène, par exemple, par rapport à Lévi, etc. Donc, il y a toutes sortes d'éléments aussi qui peuvent intervenir. Mais globalement, lorsque je regarde y compris les testaments sartenais, il n'y a aucun partage. Vous avez, comme héritier, un tel et un tel, une fois final, voilà, affaire héritée. J'en reviens à mon Saint-Martin. Et Saint-Martin, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, il est pris dans la propriété prévue pour les maris. Dans un deuxième temps, je vous l'ai dit, il passe en fait dans la réalité comme plage de Cère et Sorbonne. Dans un troisième temps, les Rocazères divisent la propriété. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, il se passe ensuite une chose qui devrait nous donner un conseil concernant les territoires. Au cours du XIXe siècle, à partir disons, de la fin du XVIIIe, tout au long du XIXe siècle, il y a une mutation. Cette mutation, c'est le déplacement des populations depuis les villages vers la ville. D'accord? Si je regarde, par exemple, le plan terrier, je vous ai dit tout à l'heure le plan terrier sur le plan terrier, comarque ou communauté de Saint-Martin. Si je regarde Ajaccio, j'arrive à Mezzaville, Ajaccio, quels sont les villages qui touchent Ajaccio? Bocognane et Taverne. Ça vous surprend pas? Bocognane et Taverne touchent Ajaccio à travers Mezzaville. Non, pourquoi? Parce que vous savez que Bocognane donne Affin. Qu'Affin, en fait, dans la réalité, c'est une partie de Bocognane. C'est devenu à un moment donné. Alors, ça, c'est un autre aspect du territoire qu'il faut avoir en tête. Ça n'a pas fonctionné de la même façon partout. Mais dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on a fabriqué tout un tas de communautés à partir de la situation qui était la situation nouvelle du déplacement des populations du haut vers le bas. Guisonnage est né de Guisonne, une partie de Guisonne, une partie de Lugudinaz, une partie de Lugudinaz. Si je regarde tout l'ensemble autour de Cargèse, c'est tout petit, Cargèse récupère dans le moment de Napoléon III, parce que l'essentiel des choses se passe sous Napoléon III. L'essentiel des choses se passe sous Napoléon III. Récupère une partie du territoire qui est aujourd'hui entre Cargèse et Piave. Aujourd'hui, toute la partie, si vous voulez, de la plaine, lorsque vous sortez de Cargèse et que vous allez vers Piave, avant de commencer la montée, toute cette partie-là, c'est Cargèse. Cette partie-là n'était pas Cargèse, Cargèse s'arrêtait à la plage du Piave. Piave, c'est la même chose. Évisa perd la moitié de ses habitants lorsque Évisa se retrouve avec les 4 villages du bas qui naissent dans les années 1864. C'est-à-dire aux années courtes ou Partinet et Serrières. 4 villages sont créés en bas. Et donc, en fait, ce déplacement des populations marque le dernier épisode de l'histoire des villes. Le dernier épisode avant le nôtre. Dans ce dernier épisode, eh bien, la comarque de Saint-Martin, additionnée d'un petit bout de Sorbolane et d'un petit bout de Cère, devient Saute. Saute, né de la comarque de Saint-Martin. En fait, dans la réalité, lorsque vous regardez la Saute, vous allez avec la carte de Saute et que vous placez la carte sur l'ancienne carte, si vous voulez, celle de la comarque telle qu'elle est représentée dans le terrier, ben,
grosso modo, c'est la même chose. Il y a des petits bouts supplémentaires, il y a disons 10% supplémentaires, mais ça ne va pas au-delà. 90% de Saulx, c'est la comarque de Saint-Martin. Donc en fait, dans la réalité, cette comarque de Saint-Martin, qui naît quelque part de Céret de Sorgelin, est une création, si vous voulez, mais c'est une création du 19e siècle, c'est une création de la deuxième partie du 19e siècle, et c'est ça qu'il faut quand même garder en tête, c'est-à-dire qu'il faut sortir des espèces de constructions où on vous dit il faut remonter obligatoirement, vous voyez, en 1400 ou en 1500, etc. Je vous présentais l'autre jour à Andréal deux types de constructions. La première, les constructions effectivement des 14e, 15e, 16e siècle, avec des villages qui sont en hauteur. Et puis je suis obligé de regarder la réalité. La réalité, c'est qu'en fait, les populations sont descendues. Ces populations sont descendues, elles se sont installées beaucoup plus bas. Et en fait, dans la réalité, elles sont venues occuper ces territoires. Et ces territoires, dans un certain nombre de cas, sont devenus des communautés. Et ce sont ces communautés-là, ces communautés nouvelles, qui, d'une certaine façon, correspondent à un ensemble qui n'est pas l'ensemble des villages tels qu'on vous le présente, si vous voulez, très souvent, lorsqu'on vous montre un village, on vous montre un village qui est un village de hauteur, etc. Non, vous avez toute une série en Corse, toute une série de villages qui sont moins typés, certains d'entre eux plus récents, visiblement, que ceux qui sont sur les hauteurs, mais qui ont une histoire aussi, cette histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui.